à l'insertion, il y a ce qu'on appelle des passerelles. Et les passerelles-là sont constituées de deux aspects fondamentaux, à savoir le projet d'étude et le projet professionnel. Le projet d'étude, il nous permet de comprendre comment appréhender notre projet professionnel. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut maîtriser pour pouvoir avoir une compétence. Parce que ce qu'on appelle le projet professionnel, c'est la compétence qu'on devrait avoir qui va nous permettre d'avoir l'insertion dans le cadre de notre projet d'avenir professionnel. Donc, c'est pourquoi il faudra vraiment maîtriser ces passerelles. Donc, si je reviens pour faire un récapitulatif, c'est qu'il nous faut d'abord la formation. Mais pour la formation, il faudrait que chaque étudiant, chaque apprenant puisse se définir, se calibrer ce qu'on appelle un projet de formation, un projet d'étude. Et ce projet d'étude est calqué par rapport à ses objectifs du point de vue professionnel, c'est-à-dire le projet professionnel qui va lui permettre de réussir ce qu'on appelle son insertion professionnelle. Donc, ce projet d'étude est lié étroitement au projet professionnel, ce qui nous pose aujourd'hui la plupart des étudiants ou les apprenants, c'est que le projet d'étude n'est pas cohérent au projet professionnel. Je veux devenir médecin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut pour devenir médecin. Je veux devenir ingénieur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut pour devenir ingénieur. Quand je suis au lycée, on me dit qu'est-ce que tu veux devenir? Je dis que je veux devenir un médecin, ou bien je veux devenir un gynécologue, ou bien je veux devenir un chirurgien. Et puis, je me permets de dire que je déteste les mathématiques ou je déteste la science physique. C'est parce que tout simplement, je n'ai pas ce qu'on appelle un projet d'étude qui est compatible à mon projet professionnel. Parce que pour moi, mon projet professionnel, c'est devenir, comment dirais-je, devenir chirurgien ou devenir gynécologue. Maintenant, le fait de devenir gynécologue ne me garantit pas l'insertion professionnelle. Donc, ce qui me garantit l'insertion professionnelle, c'est un plus qu'on devrait bien maîtriser. C'est effectivement la maîtrise. Ce qui est notre projet d'étude et notre projet d'insertion. Donc l'insertion peut être comprise à deux niveaux. C'est pourquoi il faudrait que, en tant que des apprenants, en tant que des étudiants, qu'on ne se barricade pas dans une sorte de fatalisme où nous pensons que si on n'est pas recruté, on est foutu. Parce qu'aujourd'hui, un médecin qui a la capacité, qui a la compétence de pouvoir traiter un malade ne doit pas chômer. Parce qu'il a des compétences, il avait réussi un projet d'étude qui doit forcément et normalement lui permettre de réussir un projet d'étude, un projet de formation, un projet professionnel. Donc c'est pourquoi on va carrément faire la transition en allant vers l'insertion. Donc c'est quoi l'insertion? L'insertion, c'est après notre projet d'étude, et notre projet professionnel, comment effectivement remplir cette mission d'emploi qui nous permet de gagner dignement notre vie à partir de notre compétence, à partir des études qu'on a faites. Maintenant, pour gagner notre vie, il y a des choix. Il y a ce qu'on appelle l'emploi, mais il y a ce qu'on appelle l'auto-emploi. Alors, sans illusion et sans prétention aucune, chaque personne a un profil qu'il doit lui-même identifier en lui. En essayant de se faire un diagnostic interne et personnel sans complaisance pour essayer de comprendre son potentiel individuel et intrinsèque qui devait lui permettre de faire un choix basé sur l'objectivité et l'intention sans prétention aucune. C'est pourquoi ces aspects, qu'est-ce qu'on fait? Je me dis, est-ce que moi, je suis quelqu'un qui a la capacité de pouvoir créer une opportunité ou trouver une opportunité, saisir l'opportunité,
transformer l'opportunité en un business capable de générer des sources de revenus susceptibles de nourrir l'homme que je suis. Ça, c'est le premier aspect que je dois me poser. Si je me pose ces questions et que je vois que dans ma vie professionnelle, je ne suis pas quelqu'un de dégourdi, je ne suis pas quelqu'un qui est carrément dans cet état d'esprit, je n'ai pas ces prédispositions de pouvoir gérer ça, je vais essayer d'abord de voir comment est-ce que je peux trouver d'abord un employeur. Parce qu'il y a 3 types de personnes. Il y en a qui sont naturellement des entrepreneurs, c'est-à-dire des auto-employeurs. Ils peuvent employer des autres, mais il faut aussi s'auto-employer. Comme il y en a qui ne peuvent pas s'auto-employer directement, ils ne peuvent être que des employés et à jamais. Mais aussi, il y a des gens qui peuvent être des employés à la fois, mais également qui peuvent être des entrepreneurs. Et l'autre aussi, il y a des gens qui ne pourront jamais être des employés parce qu'ils ne sont pas faits pour être des employés. Même si tu les trouves, tu les mets dans ce carcan, ils vont en sortir parce qu'ils n'ont pas les aptitudes pour l'être. Donc, c'est pourquoi ça demande un travail rigoureux, individuel d'abord, avant peut-être de s'ouvrir à ce qu'on appelle l'information pour comprendre son monde extérieur, pour comprendre l'environnement immédiat qui nous entoure, l'environnement des affaires, en essayant d'être toujours connecté à l'actualité économique, à l'actualité politique et à l'actualité de manière globale du monde et de la géopolitique internationale. Parce que ce sont ces aspects qui nous permettent d'appréhender le monde de manière correcte et juste pour essayer de pouvoir se positionner par rapport à son potentialité et par rapport à ses intérêts du point de vue professionnel. Donc, je suis en train d'appréhender mon sujet. Je suis en train avoir de ces concepts qui tournent autour de la formation, la formation et l'insertion dans un premier temps. Je ne suis pas encore arrivé à comment préparer un avenir professionnel. Donc, quand on comprend ces aspects et quand on les maîtrise, systématiquement, on glisse tout doucement et tranquillement vers ce qu'on appelle la réussite de notre avenir professionnel. Maintenant, nous, notre problème, c'est que, pour la plupart du temps, les paramètres qu'on ignore dans notre monde professionnel et dans notre carrière, c'est qu'on ne sait pas qui nous sommes d'abord. On ne sait pas ce dont on est capable, on ne sait pas quelles sont nos limites et on ne sait pas quels sont nos points forts. Donc, il faudrait que tout un chacun essaie d'abord de s'enfermer et de faire ce qu'on appelle un plan stratégique. Un plan stratégique te pousse à t'enfermer toi seul, de manière honnête et sincère, et réfléchir de manière mûre et approfondie de ce qu'on veut devenir dans l'avenir. Je peux vous faire une confidence. Moi qui suis devant vous aujourd'hui, si vous demandez ceux qui me connaissent, j'ai choisi de faire génie civil depuis le primaire. Et certains me demandent comment est-ce que tu as pu imaginer cela. Peut-être que c'est Dieu qui m'a facilité cette tâche. Et depuis lors, j'ai demandé qu'est-ce qu'il faut pour être un génie civil. On m'a dit qu'il faut être fort en mathématiques et en physique. C'est depuis lors que je me suis dit que je serais fort en maths et en physique. Parce que tout simplement, par A ou B, je ferais génie civil. Donc cela veut dire que l'information que j'avais au départ, et peut-être avec l'aide de Dieu, qui m'a permis d'avoir cette inspiration, qui m'a permis de s'approcher des aînés pour essayer de poser des questions et comprendre déjà certains enjeux depuis le primaire, pour ensuite se poser des questions et choisir ce qu'on appelle un projet professionnel. C'est ça qui m'a facilité aujourd'hui. C'est pourquoi je ne doute jamais de mon chemin, quelles que soient les difficultés. Et je pense que demain, vous allez entendre les résultats que nous allons faire, Inch'Allah, dans ce sens-là. Parce que tout simplement, si Dieu nous donne longue vie, vous allez voir les résultats que ça va donner. Ça ne ment pas, ça paye toujours. Parce que quand vous rencontrez la plupart des géants dans ce pays, ils vous diront qu'ils ont très bien préparé, soit c'est par l'aide de leurs parents, ou bien par l'aide de certains qui les ont aidés à comprendre très tôt et à choisir ce qu'on appelle le projet d'études. Donc le projet d'études est capital.
C'est pourquoi, pour nous tous qui sommes là, pour l'ensemble des apprenants qui sont là, celui qui fait un bon projet d'étude, même s'il sait que présentement il n'est pas en cohérence avec son projet d'étude, il doit avoir l'audace. Après avoir fini cela, il faut aller encore rechercher des formations complémentaires qui vont être en adéquation avec notre projet d'étude. Donc, c'est capital et c'est fondamental. C'est pourquoi, je vous dis, il faut d'abord ce diagnostic qui nous permet de connaître c'est quoi notre point fort, c'est quoi notre point faible, quelles sont les matières et quels sont nos objectifs, qu'est-ce qu'on veut réellement, à quel temps et à quel délai. Et quels sont les moyens que nous détenons, intellectuels, moyens financiers, les moyens de notre environnement pour pouvoir atteindre cela. Et c'est à partir de là qu'on va écrire, il faut l'écrire sur un papier et garder ça quelque part. À chaque fois, quand vous avez des réflexions par rapport à certaines choses, il faut venir faire des réajustements et essayer de voir comment coordonner ça, comment réajuster, comment corriger ça. De ce fait, vous n'allez pas être influencé à gauche et à droite par des gens, quelqu'un de non, ça c'est intéressant, ça c'est bien, tu changes automatiquement d'option, ce qui fait que parfois tu perds de 15 ans, 20 ans, sans savoir où est-ce que tu vas, tu ne sais même pas ce que tu veux, tu ne sais pas ce que tu peux, tu ne sais même pas ce que tu ne peux pas. Et c'est extrêmement grave. Donc, c'est pourquoi nous, en tant que des apprenants, en tant que des futurs professionnels, nous devrons maîtriser ces aspects de la formation à l'insertion, ce qu'on appelle le projet d'études et le projet professionnel. Donc, qui constitue la passerelle entre la formation et l'insertion. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, donc, c'est des paliers qui sont incontournables. Maintenant, si toutefois on est sur ce niveau, ce qu'on va faire, on fait le choix. Maintenant, si on fait le choix, on va traiter d'abord le premier cas qui constitue l'insertion en tant qu'employé. L'insertion en tant qu'employé, on ne te demande pas d'avoir des relations professionnelles, des relations personnelles, on ne te demande pas mieux, on te demande d'avoir des compétences qui te permettront de concrétiser tout ce que tu fais, tout ce qu'on te confie comme dossier de manière pratique et pragmatique, parce que le résultat final, ça, c'est du ressort de l'employé. Donc, ce qui fait que pour ceux-là qui souhaitent être des employés, il faut être en mesure d'être calé, d'être un spécialiste dans un domaine bien donné et bien calé. Donc, c'est cela qui nous garantisse effectivement notre insertion dans un premier temps. Quand on arrive sur une boîte, on doit être en mesure de dire à la boîte, voilà ce que nous pouvons faire. Dans votre boîte, qu'est-ce que vous faites? La personne se dit, nous faisons ceci, nous faisons cela, nous faisons cela. En un temps record, par rapport à ta spécialité, tu dois pouvoir être en mesure de déceler l'ensemble des failles qui pourraient à l'instant T permettre à la structure qui est en face de toi de pouvoir quitter d'un point A pour aller vers un point B définir une stratégie claire qui permet à cette personne de voir clairement en quelques argumentaires comment est-ce que j'ai d'un point A vers un point B. Parce que les employeurs ne sont pas vos amis, ne sont ni vos frères et encore moins vos compagnons. Eux, ils ne cherchent que du business, ils n'ont pas d'état d'âme. Donc, celui qui peut venir pour créer une valeur ajoutée, qui est le bienvenu et qui travaille avec eux, former pour essayer de rentrer dans la politique de l'entreprise afin de répondre aux exigences de son employeur pour essayer de bénéficier effectivement de son salaire dont il est objet. Donc ça, c'est le premier aspect qu'il faut comprendre dans le cadre de l'insertion. Mais personne ne vous fera cadeau. Personne, je dis bien. Donc, ça, c'est pour l'insertion professionnelle, mais la plupart du temps privée. Il y a ce qu'on appelle l'insertion professionnelle, mais qui est publique, qui est souvent soit basée sur des recrutements sur titre ou sur diplôme, et la plupart du temps, c'est des recrutements basés sur des concours. Maintenant, pour les concours également, il faudra comprendre comment préparer un concours, il faudra comprendre quelles sont les formations adaptées à ce type de concours. C'est pourquoi on revient encore à notre projet d'études et notre projet professionnel. Parce que je ne peux pas vouloir être magistrat
et vouloir faire génie civil. Donc, quand le concours de magistrature va sortir, du coup, je suis automatiquement exclu parce que je ne remplis pas les critères du point de vue d'études. C'est pourquoi le projet d'études doit être conforme au projet professionnel. Parce que mon projet professionnel, c'est quoi? C'est que je veux devenir magistrat. Maintenant, comment est-ce que je peux devenir magistrat sans pour autant comprendre que pour être magistrat, il faut impérativement avoir un master en droit. Donc, si je ne le comprends pas, c'est que je suis fautif. Parce qu'aujourd'hui, au moment où nous sommes avec l'avancée des technologies, nous devrons pouvoir voir le professeur Google qui va effectivement nous aider à comprendre tout ce qu'on veut faire. Sur tout ce que nous voulons, nous avons toutes les informations. À défaut de l'Internet, on peut rencontrer des personnes échanger dans les centres d'orientation, les psychologues conseils. Tous ces aspects, toutes ces institutions sont faits pour ça. Donc, on n'a plus le droit de ne pas comprendre ce qui se fait. Donc, ce qui fait que le premier défi, c'est le défi de l'information, le défi de la compréhension de son environnement, le défi du choix de son projet d'études, le défi du choix de son projet professionnel et maintenant comprendre comment y aller et quelle stratégie mettre en place pour essayer de réussir maintenant son projet d'insertion professionnelle. Donc ça, c'est pour le cadre de l'emploi. Donc ce qui fait que, je vous ai dit, il y a deux cas. Il y a le cas de l'emploi par concours, qui est soit privé ou public, et le cas de l'emploi sur titre, qui peut être basé sur des diplômes, ou parfois sur des entretiens, ou parfois sur des parcours. Donc, ce qui fait que, si c'est cela qu'on souhaite, on doit pouvoir chercher des stages à gauche, à droite, qui vont nous permettre d'engranger un certain nombre d'expériences et de parcours sur lesquels notre employeur peut se baser pour nous recruter, d'abord sur le dossier avant de nous appeler pour l'entretien. Parce que si d'abord pour un entretien. Alors, donc c'est pourquoi, dans le cadre de l'insertion professionnelle publique ou des concours, c'est ça les aspects qu'il faut comprendre. Et en même temps, pour ce qui concerne les concours d'administration et autres, parfois il y a toujours des institutions qui font des préparatifs pour essayer de préparer les gens dans ces concours-là. Donc ça, ce sont les premiers aspects. Alors, l'autre aspect, c'est pour ce qui constitue le volet privé. Et le volet privé, mais à la fois d'auto-emploi. C'est là où maintenant c'est très, très, très compliqué. Et la plupart des gens qui ont fait des formations professionnelles, ils sont appelés vraiment à aller dans ce sens. Parce que c'est le sens où nous avons la possibilité de vraiment de s'épanouir du point de vue professionnel et de respirer du point de vue professionnel, surtout en tant que des techniciens, en tant que des gens qui sont dans le secteur technique et professionnel. Donc, pour ces secteurs, qu'est-ce qu'il nous faut d'abord? Pour ces secteurs, il nous faut d'abord effectivement le projet d'études. Toujours le projet d'études. On revient toujours au projet d'études. Celui qui n'a pas un projet d'études sérieux rentre dans une chambre, enferme-toi et réfléchis de manière très mûre pour son projet d'études qui doit être complètement lié à ton projet professionnel. Parce que si je veux devenir entrepreneur en génie civil, j'ai des choix. Si je veux devenir entrepreneur en BTP, si je veux devenir entrepreneur en informatique, j'ai des choix. Soit je peux faire du management dans le cadre des projets, soit je peux choisir de faire une formation dans cette filière qui va me permettre d'abord de miser sur moi-même pour avoir les premiers marchés et ensuite faire des extensions. Donc tout ça, c'est des stratégies que chacun doit se donner et doit effectivement s'offrir. Parce qu'on n'est pas obligé forcément, quand on veut faire de l'entrepreneuriat dans un domaine, d'être forcément spécialiste de ce domaine. Non. Aujourd'hui, nous avons des exemples comme les Youssou N'Dour, etc. Youssou N'Dour, il a une télé, une radio. Il n'est pas journaliste, il n'a jamais été journaliste. Mais c'est parce que tout simplement, il a investi dans ce secteur, parce que tout simplement, il a eu une formation, mais également, il a un profil d'entrepreneur parce que c'est un self-made man. Donc, celui qui est un autodidacte, celui qui se forme lui-même et celui qui s'est fait, cela veut dire qu'il a la capacité, il a ce qu'on appelle la compétence pour pouvoir entreprendre, c'est-à-dire transformer des opportunités en affaires et transformer des affaires en valeur ajoutée. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas forcément obligé de faire une formation dans laquelle nous allons ouvrir peut-être une entreprise ou faire de l'entrepreneuriat.
Donc, ce qui fait qu'il faut faire forcément un choix. Donc, et qu'est-ce que le choix nous permet de faire? Le choix nous permet de savoir, de prendre des options claires en essayant de suivre dans les sens-là qu'est-ce qu'il faut commencer dans un premier temps. Et ce qui fait que, si toutefois on opte pour faire focus sur soi-même, pour essayer de faire le tremplin en attendant de faire des extensions, on le fait, c'est une chose. On fait la formation d'abord qui concerne cette compétence et ensuite chercher une formation en gestion et en management pour pouvoir manager, parce qu'entre la compétence technique et la compétence managériale, c'est deux choses qui sont différentes. Et on fait souvent des amalgames. Moi, je peux tout de suite être un génie civil et connaître le bâtiment, savoir comment concevoir, comment faire des calculs de structure, comment faire une conception, comment faire des lots techniques, etc. Mais que je ne sois pas en mesure de manager une entreprise. Donc, il me faut une autre formation complémentaire qui me permet de pouvoir gérer l'entreprise là dans ce cadre de la gestion managériale. Parce que la gestion technique et la gestion managériale. Donc, ça aussi, ça rentre dans le cadre du projet de formation et le projet professionnel. Donc, ils doivent être toujours en cohérence. Alors, si cela est fait, on doit maintenant venir à l'intérieur de ce qu'on appelle maintenant le management interne et que devra être notre attitude vis-à-vis des autres professionnels, vis-à-vis également de nous-mêmes. Et maintenant, si on choisit d'être entrepreneur, il y a de ces exigences que ça demande. Parce qu'on ne peut pas être entrepreneur et vouloir assister à tous les baptêmes, vouloir assister à tous les tanebeux du quartier, ou vouloir assister à l'ensemble des activités des dancing femmes pour voir les secs appels. On est les premiers, ce n'est pas possible. Un entrepreneur doit se concentrer en dehors de ses heures de travail. Il doit travailler au-delà de 8 heures. Il doit toujours travailler dans un premier temps. Donc c'est pourquoi, pour l'ensemble de ces aspects, si toutefois on comprend cela, forcément, on parviendra au minimum à avoir un salaire pour soi-même en tant qu'entrepreneur. Si on ne trouve pas un emploi, on peut créer de l'emploi pour soi-même en essayant de se donner un salaire dans un premier temps. Maintenant, en fonction de la croissance de l'entreprise, augmenter son salaire et vraiment aller dans le cadre du professionnalisme pur et dur, parce que c'est en faisant ce choix-là qu'on peut pouvoir réaliser son rêve professionnel. Maintenant, l'amalgame qu'il ne faut jamais accepter. Tant qu'on ne fait pas un lien entre l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté professionnelle, la probité, les valeurs, on ne pourra jamais être dans le haut niveau parce qu'il faut toujours faire un choix judiciaire. Si on veut devenir milliardaire, on ne peut pas chercher à être un salarié dans une boîte. Il fait dans l'entrepreneuriat pour être milliardaire. Mais maintenant, si on va dans l'entrepreneuriat, il faut avoir les moyens de son projet, il faut avoir les moyens de son ambition. Aujourd'hui, si notre pays n'avance pas, c'est parce que tout simplement, la plupart des gens, ils font cet amalgame entre ce qu'ils veulent avoir et ce qu'ils veulent devenir par rapport à ce qu'ils font réellement. Parce qu'on ne peut pas choisir la sécurité mensuelle et vouloir avoir en même temps les milliards, parce que c'est deux choses qui sont complètement antagonistes. C'est pourquoi il faut aussi faire le choix entre ces deux aspects, du point de vue orientation et projet professionnel. Alors, quand vous me suivez très bien, vous regardez et vous constaterez parfaitement que je suis en train de glisser de la formation en créant la passerelle qui constitue le projet d'études et le projet professionnel pour passer à l'insertion, mais ensuite de quitter l'insertion pour arriver à ce qu'on appelle la préparation de l'avenir. L'avenir, c'est la réussite du projet professionnel. C'est des aspects qui sont complètement liés et cohérents. Ce qui fait que quand on les bat, on a des problèmes. Maintenant, pour ceux qui veulent devenir des entrepreneurs, voilà les étapes qu'on ne pourrait jamais, au plus grand jamais, sauter. C'est des étapes qui sont inéluctables si vraiment on n'a pas quelqu'un qui nous donne un coup de pouce, qui soit un parent ou bien par hasard, on peut le trouver parfois dans la vie, mais c'est très rare. C'est pourquoi celui qui veut s'auto-employer et celui qui veut faire partie des grands, des géants, peut-être que je ne suis pas encore un modèle dans ce sens, dans la mesure où je ne fais pas partie d'abord des grands, mais je vous assure qu'aujourd'hui, j'ai une structure qui a peut-être 3 ans seulement. Et je pense que je ne suis pas encore un modèle dans ce sens-là pour donner des leçons à qui que ce soit. Mais je pense que nous allons partager des expériences,
Nous allons échanger avec notre humble expérience et notre modeste personne. Nous avons eu à faire des parcours qui peuvent nous permettre de constater des faits qui peuvent nous servir de leçons aujourd'hui, susceptibles de nous éclairer et de nous frisser et de nous effrayer des chemins vers la réussite. Donc c'est quoi? C'est le passage de ces trois aspects qui sont, dans un premier temps, notez bien ça, celui qui ne veut pas franchir ces aspects qui va réussir son projet professionnel. C'est dans tous les sens. Dans un premier temps, on travaille pour les autres. Dans un premier temps, on travaille pour les autres. Donc, personne ne doit refuser, s'il veut avoir un projet professionnel réussi, de travailler pour les autres. Tu dois travailler durement pour que les autres réussissent, pour que les autres croisent les bras et ils font l'annonce. Si on le fait un certain temps, où on capitalise un certain nombre d'expériences enrichissantes, on devient maintenant quelqu'un qui est autonome, qui travaille pour soi. Cela veut dire qu'en ce moment-là, tout ce qu'on aura à faire dans notre vie, on le fera pour nous. C'est-à-dire que quand tu travailles pour gagner ta vie dignement. Quand tu travailles, tu gagnes légalement ce que tu as travaillé. Quand tu travailles, tu gagnes beaucoup d'argent. Quand tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas d'argent. Et en ce moment-là, on parle de travail pour soi-même. Maintenant, la dernière étape, le dernier palier qui constitue quoi? Ce sont maintenant les autres qui vont travailler pour toi. Quand tu arrives à ce palier, c'est le palier aujourd'hui. Moi, je suis sur le niveau où je travaille pour moi. Tout ce que je fais, je le fais pour moi. Ce que je ne fais pas, je ne le gagnerai pas. Mais pour ce temps, pour le moment, je travaille de manière très, très, très dure pour pouvoir traverser ce palier. Parce qu'après ce palier, ce sont les autres qui vont travailler pour toi. Parce que tu auras une structure bien structurée, une entreprise bien structurée, bien huilée, où ça crée tout le temps des sources de revenus et une entreprise qui fait tout le temps des bénéfices. Au moment où les banques ont confiance en toi, les partenaires, tout le monde a confiance en toi, tu travailles tout le temps et tu gagnes beaucoup de milliards, tu gagnes beaucoup d'argent, tu croises les bras, tu coordonnes et les gens travaillent pour toi. Donc forcément, ces trois paliers, nous devrons les franchir dans notre vie professionnelle pour espérer gagner dignement notre vie, pour espérer gagner de manière professionnelle notre avenir, notre réussite sur le plan professionnel. Mais faudrait-il comprendre et cerner l'ensemble des enjeux qui vont dans ce sens. Ce qui fait que, et pour cela, pour chaque étape, il y a des préalables. Pour l'insertion professionnelle privée, il y a des préalables. Pour l'insertion professionnelle où on cherche un emploi public, il y a des préalables. Et les préalables, c'est quoi? C'est l'information. L'information par rapport au projet d'études et le projet de vie. Le projet d'études, le projet professionnel. Le projet d'études et le projet d'avenir. Le projet d'études et le projet d'entreprise. Le projet d'études et le projet d'insertion. Donc, toujours, c'est le projet d'études qui est connecté à l'autre. Et après ce projet d'études, nous allons venir à ce qu'on appelle notre projet professionnel. Dans notre projet professionnel, on passe maintenant à l'insertion professionnelle en intégrant une structure ou en faisant ce qu'on appelle l'auto-emploi. Donc voilà les aspects dont nous aimerions partager avec vous et qui constituent des aspects qui demandent un travail sérieux, un travail de diagnostic individuel, un travail d'autocritique, un travail d'évaluation et d'auto-évaluation par rapport à chacun, par rapport à des objectifs que chacun doit se fixer dans sa vie en se basant sur les informations, en se basant sur l'actualité, en se basant sur le monde de l'environnement et en connaissant notre monde de l'environnement politique, socio-économique. Mais personne, je dis personne, sauf à des cas exceptionnels ou des cas vraiment, c'est des cas rares où quelqu'un peut croiser les bras et que les choses lui tombent dessus. Donc, il faudrait que nous prenions note de cela, il faudrait que nous soyons conscients de tous ces aspects. C'est ça qui va nous permettre de réussir notre projet professionnel en passant par une formation sérieuse et obtenir ce qu'on appelle l'insertion, comme nous le voulions dans
débattre en parfaite adéquation avec notre projet professionnel. Je vous remercie. Voilà les quelques réflexions que j'aimerais partager avec vous. Certainement, nous allons approfondir par rapport à certains aspects. Maintenant, pour ceux qui veulent être dans l'entrepreneuriat, il faut poser peut-être certaines questions techniques ou certaines questions par rapport à des procédures, comment trouver ceci, comment régler ça, ainsi de suite. Nous allons essayer de partager. Nous avions juste ouvert des pistes de réflexion sur lesquelles nous allons essayer de voir ensemble dans quel sens échanger et enrichir notre discussion pour permettre à tout un chacun de vous. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, merci Diédou. Vraiment, vous avez répondu à notre attente. Le sujet, vous avez fait une présentation claire et nette. Et aussi, vous n'êtes pas sorti dans le canton, parce que ça n'a pas fait presque, on est dans les 30-35 minutes comme ça, quoi. Vraiment, nous vous remercions, quoi. Je pense que chacun de nous a eu à suivre avec beaucoup d'attention. Donc, pour ne pas tout tirer à longueur, peut-être nous allons ouvrir la séance des questions, peut-être des contributions pour enrichir le débat. Maintenant, la parole est à qui veut la prendre. Veuillez lever la main après on vous introduise. Je pose juste une question. Oui. Je pose juste une question. Oui. Pour cette partie, nous allons prendre combien de minutes? De 10 à 15 minutes si ça ne va pas vous. 10 à 15 minutes. Bon. Je pense que 10, c'est bon, hein, parce que j'ai un autre rendez-vous. Si ça ne vous dérange pas. Oui, ça marche. Ceux qui ont des questions à poser. Oui, ça marche. Ok. Ceux qui ont des questions, des contributions. Bonsoir. Bonsoir, Ismaël. Bonsoir, chers amis, chers camarades. Tout d'abord, je remercie le Crédit géotechnique, le nouveau bureau, pour le travail qu'ils sont en train de mener. Je m'appelle Ahmed Yansek. Je fais partie de la promotion sortante. Je remercie aussi M. Diédou pour ces informations-là qui très pertinentes qu'il nous a données. C'est vrai que ce n'est pas très difficile. Moi, j'ai eu la chance de le connaître parce que parfois, je partageais avec lui la même cour là-bas à Fanok. C'est quand on a mis l'affiche là que je l'ai reconnu. Je suis le frère de Sek, mais je le connais par sa modestie. Oui, c'est quelqu'un aussi de très bien aussi. Moi, la question que je voudrais poser, c'est par rapport aux demandes d'espace. Comme lui, il a fréquenté les entreprises. Je veux savoir pourquoi les entreprises n'offrent pas parfois des stages. Est-ce que c'est quelque chose qui les pénalise ou bien oui, parce que parfois ceux qui sortent de la formation ont du mal à trouver un stage. Maintenant, je voudrais savoir qu'est-ce qui cause cela. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On répond simultanément ou bien? Vous pouvez répondre simultanément. Hein? Voilà, d'accord. Voilà. Pour la plupart des stages, en fait, en réalité, un stagiaire coûte cher. Un stagiaire coûte cher parce que si vous avez des tâches à faire parfois dans certaines entreprises, surtout le privé, normalement, c'est le public qui devait s'organiser pour essayer d'offrir des étudiants sortant des stages. Mais pour le privé, quand vous prenez en charge un stagiaire, il vous coûte cher parce que quelqu'un doit être à sa disposition pour l'expliquer, l'encadrer, le former. Alors que la formation, c'est payante. Donc, quand vous allez dans vos écoles là-bas, mais vous payez pour qu'on vous forme. Maintenant, il y a un écart entre la formation professionnelle et la formation entre la formation à l'école et la formation dans l'entreprise. C'est-à-dire la réalité de l'entreprise est un peu différente de ce qu'on a appris à l'école parce qu'il y a des réalités qui sont locales à l'entreprise. Ce qui fait que pour faire connaître à un étudiant ou à un professionnel qui vient d'arriver à ça, son maître de stage, il perd beaucoup de temps. Et quand il perd beaucoup de temps, l'entreprise perd de l'argent.
parce qu'effectivement, ils calculent le temps que celui-là devrait écouler des dossiers. Parce que souvent, dans les entreprises, on passe des nuits et des nuits, surtout le privé. Donc, c'est ça qui fait que les gens n'aiment pas prendre parfois des stagiaires. Sauf que si c'est dans des cas où le profil est très rare, ils vont se sacrifier pour prendre et ensuite le conserver. C'est ça, quoi. D'accord, merci, je comprends maintenant. Franchement, le salut à Adama et à tous les voisins. Je comprends. Bonjour tout le monde. D'habitude, dans certains pays, ils créent ce qu'on appelle des startups. Ils créent des startups, c'est-à-dire des entreprises qui vont créer pour ça. Et l'État finance ces entreprises-là pour qu'ils puissent offrir. Aujourd'hui, moi, aujourd'hui, qui vous parle, chaque entreprise est intéressée d'avoir mon CV, parce que s'ils ont mon CV, ça les permet de gagner des marchés. Donc, ils vont essayer de tout faire. Donc, c'est ça. Ok, merci. S'il y a une autre personne qui a une question ou bien des suggestions à ajouter. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Monsieur, vous allez bien, alhamdoulilah, Inch'Allah. Oui, je suis en Éthiopie comme ça. Je suis en Éthiopie. Oui. Ah, ok. Nous, ici, Oui. On est à 22 heures. Oui. Vous, ça va? Ça va, merci. Oui, merci pour l'exposé que vous venez de faire. Oui, mais juste, j'aimerais vous poser une question. C'est-à-dire, lors de votre exposé, vous avez parlé de, comment dire, le fait de saisir une opportunité ou bien de trouver une opportunité. Voilà, à partir de ce moment, voilà, ma question serait comment saisir une opportunité quand est-ce qu'une entreprise, par exemple, vient de s'installer dans votre zone. Par exemple, on est dans une zone bien définie et qu'il y a une entreprise qui se présente là-bas pour faire des exploitations comme ça. Maintenant, à partir de ce moment, comment saisir notre opportunité? Comment saisir de l'opportunité? C'était ça ma question. Ça dépend de notre projet d'équipe. Parce que si c'est une entreprise minière et que nous avons fait une formation en histoire, on risque de ne pas être en mesure de trouver, de saisir cette opportunité. Mais là, si l'entreprise travaille dans le cadre minier et que nous sommes un scientifique ou bien un professionnel dans le cadre de l'ingénierie, on essaie de regarder et de rentrer même parfois dans le site de cette entreprise et voir qu'est-ce qu'ils font exactement. Maintenant, à partir de ce qu'ils font, regardez quelles sont les connexions qu'on pourrait trouver par rapport à ce qu'ils font et quelles sont les possibilités d'offres d'emploi sur lesquelles on peut se baser pour demander. Maintenant, si tout ça, on regarde, on ne voit rien, parfois il est même bon de demander parfois un poste même si tu sais qu'il y en a, mais que pour le moment, tu ne peux pas saisir l'opportunité. Parfois, il faut rentrer par la qualité d'un ouvrier. Qui arrive, tu dis que je veux être ouvrier. Si c'est une industrie. Tu es ouvrier, tu restes là-bas, tu travailles jusqu'à être familier aux gens. Progressivement, tu les côtoies, et tu discutes, tu montres que toi, tu as fait des études, tu as tel diplôme. Un jour viendra, les gens vont vouloir prendre des gens dans ce sens-là. Ils vont se rendre compte que celui-là, il a des diplômes, donc il vaut mieux de le prendre pour essayer de le... C'est mieux de recruter quelqu'un qui est interne que de recruter quelqu'un qui est externe. Il y a un ami que nous avions, peut-être Ismaël le connaît, il s'appelle Samba Diouf. Samba Maktar Nya, c'est un mari à une de nos sœurs qui s'appelle
docteur Khadija Diallo. Son mari, il avait une maîtrise en gestion à Saint-Louis. Ensuite, il a un master 2 en finance au niveau de comment il s'appelle encore, de IFAD. Après ça, il est resté pendant un bon moment, il ne trouvait pas d'emploi. Il vendait même des poissons. Quand il a regardé, il a vu qu'il y a une opportunité au niveau de la SDE. Il a demandé à être recruté comme un releveur de compteur. Et on l'a recruté parce que les gens ils voient qu'il a un bon niveau, ils vont recruter. Parce qu'il va avoir un meilleur profil que les autres qui n'ont pas fait les bancs. Quand on l'a recruté, il est resté là-bas pendant 2 ans, 3 ans, comme releveur, où on lui paye des salaires de 5, 75 jusqu'à 80 comme ça. Et pendant tout ce temps-là, il a accepté ce que je vous dis, les 3 étapes. Dans un premier temps, on travaille pour les autres. Dans un second temps, on travaille pour soi-même. Et à la fin, ce sont les gens qui travaillent pour toi. Le jour où il va devenir directeur, ce sont les gens qui vont travailler pour lui. Mais quand il est resté là-bas à un certain moment, l'entreprise a voulu recruter des gens dans le cadre de la comptabilité, de la finance. Ils ont vu qu'il a des diplômes de master parce qu'à un certain moment, quand les gens vont te recruter, ils vont te demander d'apporter tes diplômes. Et tu appelles tout le monde. Ils vont dire, mais tiens, toi tu as un master, tu as une maîtrise, tout ça. Tu dis, oui, parce qu'ils vont te dire, pourquoi tu n'as pas présenté? Tu dis que oui, bon, parce que je voyais qu'en ce moment-là, l'opportunité c'était quoi? C'était le recrutement des gens qui font les relevés des comptes là. L'opportunité et il a saisi cette opportunité d'abord, ensuite essayer de voir comment il va se saisir une autre opportunité qui n'est pas encore là. Mais on ne peut pas chercher à saisir une opportunité qui n'est pas encore présente. Il faut saisir ce qui est présent d'abord. C'est ça. Ce que j'ai obtenu, c'était à Cercle. Dans un premier temps, je savais que si je dépose, les gens ne vont même pas appeler pour un stage. Qui est le même nom que moi. C'est Djedjou. Il était le chef du département d'électricité. Électricité, ce n'est pas mon domaine, mais je cherchais juste une porte. Et je ne connaissais personne. Je faisais passer comme si c'est un frère ou bien quelque chose comme ça. Je suis venu, j'ai dit, je m'appelle M. Djedjou, je voudrais rencontrer Djedjou du département extra. Automatiquement, les gens vont penser que c'est mon frère. Alors que ce n'est pas vrai, ce n'est pas mon frère. J'ai juste simulé, mais sans mentir. Donc quand j'ai demandé, les gens ont dit qu'il y a un certain Djedjou qui te demande. Donc lui aussi, il a pensé que certainement c'est un de ses frères ou des membres de ma famille. Alors qu'on n'a aucun lien de parenté. J'ai juste fait utiliser le nom pour essayer de le rencontrer. Quand il m'a reçu, il était le chef du département informatique et de l'électricité. Je lui ai dit que je sais que tu es le chef du département de l'électricité. Je suis complètement confus, je cherche un stage. Je ne parviens même pas à avoir. Je ne connais personne. Je compte sincèrement sur vous pour que vous me trouviez un stage. Tout simplement, je ne demande rien, je ne demande que ça. Et le gars, la manière dont je l'ai abordé, il a été sidéré et il a compris que je tiens beaucoup. Il a compris que c'est très important pour moi. Il m'a dit, bon, attends, laisse-moi, je vais te mettre en rapport avec le chef du département de génie civil. Il l'a appelé, il a dit, je te mets en rapport avec quelqu'un. Quand je suis venu, je sais que quand je me présente en entretien par force, je vais impressionner. Ça, j'étais sûr. Mais je savais que je ne pouvais pas avoir un entretien. Il fallait que je trouve un moyen de
d'avoir un entretien. Mais le jour où ils m'ont trouvé l'entretien, mais le gars m'a dit, attends, le prochain effectif, là, je vais te mettre dedans. C'est comme... Est-ce que vous avez compris? Merci. Oui, monsieur, on a très bien compris. Vraiment. Vous êtes là? Oui, on est là, oui. On le permet. On a intérêt vraiment d'être exposé. Aussi, je sais très bien que vous savez trouver vraiment une opportunité. C'est mort de rire. Merci encore. Merci. On le permettez? Allô? Je peux intervenir? Allô? Allô? Oui, monsieur. Oui, on vous écoute. Bonsoir à tous. Permettez-moi de féliciter encore une fois M. Diédiou de son exposé, qui est très pertinent. Bon, je me nomme Insa Diop. J'ai fait ma formation à l'Université de Thiès en tant qu'informatique et gestion. Bon, par la suite, j'avais eu des problèmes d'insertion. Je me suis fait une reconversion professionnelle, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai fait une formation technique en plomberie, en génie civil, spécialisé en plomberie sanitaire au centre secteur de formation professionnelle de Diamniadio. À l'issue de cette formation, j'ai eu la chance d'obtenir un stage à Dakar. Par la suite, après ce stage, j'ai commencé à travailler dans le secteur informel comme les ouvriers sénégalais. À la suite de ça, je me suis auto-employé moi-même. J'ai commencé à travailler pour mon propre compte. Et j'ai remarqué que la plupart des ouvriers sénégalais n'ont pas une formation qualifiante. Donc, ma question en est la suivante. Parce que vous parlez tantôt de projet d'études. Et mon projet d'études, je dis comment faire en fait pour ce secteur informel qui soit de plus en plus professionnalisant. Quelles sont vos suggestions et qu'est-ce que vous me conseillez, vous, sur ces genres de projets d'études? Merci encore une fois. Vous m'avez saisi, M. Diédiou? Vous m'avez saisi, M. Diédiou? Vous m'avez saisi, M. Diédiou?